ce qu'a montré la mise en scène de la science et de la recherche pendant le Covid, c'est qu'en réalité, il y a toutes sortes de biais cognitifs qui interviennent entre l'émission d'un message scientifique et sa réception, et qui font qu'à la fin, le message peut être complètement transformé, parfois carrément transformé en son contraire, et ça me fait réfléchir sur la bonne façon de faire. Autrement dit, quand Axel Kahn dit « nous les scientifiques, on a foiré », c'est sans doute vrai. La question est comment faire pour ne plus foirer. Voilà, c'est à ça que je réfléchis. Et alors, est-ce que j'ai une piste? Avant de savoir ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment frappé sur cette façon qu'on a eue de mettre en scène la science et la recherche. Il y a d'ailleurs une étude qui vient de paraître, publiée dans un rapport dirigé par Daniel Cohen, l'économiste, qui montre qu'en France, et c'est une étude qui concerne tous les pays européens, mais en France, la confiance dans la parole des scientifiques a chuté. On a perdu 20 points en quelques mois, alors que le niveau de départ était à peu près le même dans tous les pays européens, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Très élevé d'ailleurs, grande confiance dans la parole des scientifiques, 90%. En France, on a perdu 20 points. Dans les autres pays, il y a une certaine stabilité, parfois même une augmentation de la confiance. Et donc, il faut se demander, moi, j'ai pas fait d'études comparatives, j'ai pas fait d'enquêtes sociologiques, je n'ai pas comparé les différents systèmes médiatiques entre l'Allemagne. Si, l'Allemagne, je suis allé en Allemagne en juillet 2020 et j'ai assisté à une conférence de presse d'Angela Merkel, qui parlait donc à la télévision à tous les Allemands. Et elle était sans tableau, sans être accompagnée par un expert ou un ministre. Elle a donné des cours de sciences aux Allemands. Elle leur a expliqué ce qu'est une exponentielle, en y prenant le temps. Et puis quand elle parlait des scientifiques, elle disait « les scientifiques m'ont dit ». Elle ne disait pas professeur machin ou professeur bidule. Les scientifiques. Et donc elle faisait intervenir dans son argumentation une communauté, un nous, pas un je. Il me semble qu'en France, au contraire, on a beaucoup personnalisé les discussions. On avait une occasion, en fait, historique de faire de la pédagogie, puisque les gens étaient inquiets, intéressés, voulaient comprendre, voulaient savoir, étaient désireux d'avoir des informations. Et donc on aurait pu expliquer jour après jour, en temps réel, par exemple, les différentes méthodologies de la science. Et on sait qu'elles ne sont pas les mêmes selon les différentes sciences. Un physicien théoricien ne travaille pas comme un sociologue, qui ne travaille pas comme un médecin, qui ne travaille pas comme un chercheur en biologie. Donc il faut expliquer. Et puis on aurait pu, par exemple, prendre du temps pour expliquer ce qu'est, s'agissant de traitement, par exemple, un essai en double aveugle, un essai randomisé. Pourquoi la théorie des probabilités est parfois contre-intuitive? Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation, causalité? C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a raison de dire qu'il a plu des grenouilles. Et puis, on aurait pu vraiment expliquer tout ça, et au lieu de, il me semble qu'au lieu de faire cette pédagogie, qui à mon avis aurait intéressé les gens, on a préféré organiser des joutes, des controverses, des clashs entre personnalités dont on connaissait à l'avance les opinions, et il me semble que ça a participé de la confusion générale. Bon, on se dit, mais si les experts ne sont pas d'accord, pourquoi moi, avec mon ressenti, mon bon sens, mes croyances, mes connaissances, je ne serais pas en droit de dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui apparemment fait controverse? Et puis il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on a confondu, en beaucoup de situations, la science et la recherche. Évidemment, la science et la recherche ne sont pas deux activités étrangères l'une à l'autre. Mais elles ne se confondent pas. Ce qu'on appelle la science, en tout cas ce que j'appelle la science, il me semble que tout le monde sera d'accord, c'est un corpus de connaissances bien établi, qui sont, pense-t-on, les bonnes réponses à des questions bien posées. Ce n'est pas des vérités absolues, ce n'est pas des vérités définitives, mais on ne peut les contester que si on a des arguments scientifiques. On ne peut pas les contester avec son bon sens. Moi, je pense que ce n'est pas un argument suffisant. Par exemple, la question de la forme de la Terre a été tranchée. Elle n'est pas plate,
Elle est plutôt ronde, mais elle n'est pas sphérique. Bon. La question, est-ce que l'atome existe? Question qui a été posée pendant 2 millénaires et demi. Elle a été tranchée en 1906, quand Jean Perrin a montré expérimentalement que l'atome existe. Donc cette question qui a été débattue pendant des millénaires a été tranchée. L'affaire est réglée. L'atome existe. Ensuite, par exemple, est-ce que les espèces vivantes évoluent? Ben oui, elles évoluent. C'est réglé. Est-ce que l'univers observable est en expansion? C'est réglé. Est-ce que les ondes gravitationnelles existent? C'est réglé. Bon. Donc on voit qu'il y a des connaissances qu'on a du mal à contester. Mais évidemment, ce corpus qui constitue la science, il est par essence incomplet. Par construction, il est incomplet. C'est-à-dire que ces connaissances, parce qu'elles ne sont pas complètes, posent des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche. Par exemple, l'atome existe, mais il y a des particules élémentaires que nous connaissons. Par exemple, les neutrinos, dont nous ne savons pas dire si elles sont identiques ou non à leur antiparticule. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. On fait des recherches. Donc, il suffit que je donne ces exemples pour qu'on comprenne que le doute, le fait de savoir qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas la même chose d'ignorer. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, mais il y a des choses que je sais quand même. On sait ce qu'on sait et on sait ce qu'on ne sait pas. Et la recherche est donc activée par le doute. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche, et en même temps, c'est son combustible. Parce qu'à mesure qu'on a des résultats, le doute se déplace. Et quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, le doute, qui est consubstantiel à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on présente la science comme étant le lieu permanent du doute. Mais c'est pas vrai. Moi, je ne connais pas de physicien qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais pas d'astrophysicien qui doute de l'expansion de l'univers. Et donc là, il y a peut-être un travail pédagogique à faire, je ne sais pas comment, pour que cette confusion n'ait plus lieu. Et je pense que... Alors, vous me demandiez, c'est quoi la piste? C'est quoi la solution? Moi, j'en ai pas comme ça. Il y a 2 propositions qu'on peut élaborer. La première, c'est de dire, quand un scientifique parle publiquement, surtout en situation de crise, il devrait dire, nous savons que, c'est pas moi qui pense que, c'est nous. On a discuté ensemble, on a travaillé ensemble, et nous avons convenu que tel résultat permettait de dire qu'on a fait parler un bout du réel. Donc nous sommes d'accord pour dire que nous savons ceci. Ça, c'est la science. Et nous nous demandons si, ça c'est la deuxième partie de la phrase, qui concerne la recherche, les questions qu'on se pose. Voilà. Et j'ai trouvé, moi, que les personnes qui étaient invitées dans certains médias, au début de l'épidémie, à beaucoup de questions qui étaient posées par les journalistes, répondaient « je ne sais pas » ou « nous ne savons pas ». Et quand on répond à 3 questions successives « nous ne savons pas », il y a toute chance qu'on ne soit pas réinvité une nouvelle fois. On veut des gens qui non pas qui savent forcément, mais qui disent qu'ils savent. Et on donne ainsi une prime à ceux qui parlent avec le plus d'arrogance, parfois au-delà de leurs connaissances, et pratiquent ce qu'on appelle d'un terme un peu savant et sans doute maladroit, l'ultra-crépidarianisme, qui consiste à parler au-delà de ses compétences.